Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Perpignan et vous êtes également le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Alors, dans quel ordre on met ces deux fonctions ? Bon, c'est pas les mêmes fonctions. Il y en a une, on va dire, qui est une fonction mandat, et donc c'est au service de Perpignan toute la journée, 24 heures sur 24. Hein. Et ça, de toute façon, j'allais dire, c'est ce pourquoi j'ai été élu. Et puis il y a une fonction plus politique, très importante évidemment, qui est l'élection présidentielle. Mais on est dans la pré-campagne, la présidentielle démarrera réellement après le mois de janvier. On va saisir cette actualité alors, même si c'est peut-être pas la plus importante, on va commencer par ces fonctions-là, donc de porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. C'est presque un pis-aller pour vous, non ? Parce que vous aviez organisé le congrès du Rassemblement national à Perpignan et, disons-le franchement, vous visiez la présidence du parti. Oui, mais bon, vous savez, après c'est une démocratie interne, hein, il y a des votes. C'est mon ami Jordan Bardella qui est sorti premier du classement des militants, et il est président aujourd'hui. Voilà, moi je continue, c'était pas par ambition personnelle, c'était pour servir le mouvement. Maintenant, voilà, je suis engagé dans la campagne comme je l'ai toujours été, et simplement j'ai effectivement cette responsabilité de Perpignan qui occupe, on va dire, 95% de mon temps aujourd'hui. Bon, ça a été compliqué d'avaler cette couleuvre ? Honnêtement, c'est pas une couleuvre, voilà, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, ça va libérer du temps en tout cas. De ce point de vue-là, les Perpignanais sont plutôt heureux. D'accord. Alors, pour autant, vous êtes quand même engagé dans la campagne aux côtés de Marine Le Pen. Alors, on va évidemment commencer par cette confrontation inattendue avec l'émergence du phénomène Zemmour. Quels sont vos rapports avec Éric Zemmour ? J'entretiens de très bons rapports. Hein. Ils étaient plus réguliers avant qu'ils se lancent dans cette aventure. J'ai pu dire que vous étiez amis ? Oui, enfin, on partageait souvent. Je l'ai fait venir à Perpignan pour dédicacer son dernier livre, hein, pas le dernier, l'avant-dernier. Donc on entretenait des rapports courtois. Voilà, on partageait un certain nombre de points de vue hein, qui n'étaient nécessairement pas les mêmes. Et là, aujourd'hui, il s'engage, mais ce que je peux voir et ce qui m'agace un peu quand même, c'est le fait qu'ils prennent systématiquement pour cible Marine, alors que le seul adversaire que nous avons dans la campagne, ça doit être Macron et ce système. Donc je trouve ça un peu bizarre, pour tout dire. Vous avez l'impression qu'il est un peu en train de manger la laine sur le dos du Rassemblement national ? C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, si vous voulez, il a tenu le pavé médiatique en défendant des idées qui, pour une grosse partie, sont les nôtres, et on l'a toujours soutenu, invité à aller de l'avant, et voilà. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est dans la bataille, on va dire, électorale, il nous prend pour cible, mais j'allais dire, c'est quand même pas quelque chose qui me paraît normal. Mais après, chacun fait comme il veut, on est un pays libre, et il défend ce qu'il veut défendre, et nous, on continue à défendre ce qu'on a toujours défendu. Mais je trouve que c'est un peu cavalier, voilà, disons-le. Ouais, en tout cas, effectivement, ce sont les positions d'Éric Zemmour, mais puisque vous êtes le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, il faut quand même se poser la question, quel est le problème avec Marine Le Pen ? Pourquoi Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut le demander. Non, mais quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'elle est en chute libre actuellement dans les sondages ? Elle n'est pas en chute libre, elle était dans les sondages à égalité avec Macron. À partir du moment où Zemmour déclare sa candidature, elle descend un peu, elle remonte dans le dernier sondage. Tout ça va s'équilibrer. Mais clairement, aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, Zemmour divise le camp national au profit de Macron. D'ailleurs, quand il n'est pas testé, puisqu'il n'est pas candidat, Marine est soit légèrement au-dessus de Macron, soit à égalité avec Macron. C'est donc qu'il doit se poser quand même la question de savoir quelle est son utilité réelle. On ne peut pas dire qu'il emporte aujourd'hui une adhésion massive du peuple français, puisque, je ne sais pas, dans les enquêtes d'opinion, il semble être le candidat le plus contesté. Et pour autant, il partage un idéal et des idées, en tout cas il dit partager un idéal et des idées que nous défendons depuis tout temps. Donc aujourd'hui, très honnêtement, c'est à lui de se poser la question. Nous, notre formation politique, elle a des élus, elle est partout en France, dans toutes les régions, dans tous les départements. Voilà, on fait de la politique. Lui, il arrive, dans cette élection présidentielle, tambour battant, et après tout, il défend des idées. Mais il va arriver un moment où il devra se poser la question, parce que s'il n'est venu là que pour défendre la famille nationale et permettre la réélection dans un fauteuil de Macron, c'est lui qui en subira les conséquences populaires, et je pense que c'est pas bien, ni pour lui, ni pour nos idées.
Il y a des échanges actuellement entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, direct? En direct, je ne crois pas, mais il y a des échanges dans les entourages, évidemment, et ça continuera comme ça. Mais plus on va, plus je sens que la situation, effectivement, se tend, et je pense que ce n'est pas de bonne politique pour les mois qui arrivent. Moi, depuis le départ, je dis à Éric Zemmour et à quelques-uns de ses amis, prenez pour cible M. Macron, laissez-nous tranquilles, chacun dans son couloir, et on avance en défendant des idées. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il croit plutôt, j'allais dire, progresser sur notre dos, en quelque sorte. Or, on n'a pas les mêmes électorats, on n'a pas quelquefois les mêmes idées, on ne perçoit pas la situation de la même manière, et c'est pas parce qu'on s'entend ou on partage les mêmes idéaux, on va dire, dans la lutte que l'on peut avoir contre l'immigration ou des choses comme ça, qu'on partage pour autant 100% du projet. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important, qu'on développe d'ailleurs aujourd'hui dans la confrontation politique. Lui est plutôt dans la théorie aujourd'hui, des grandes idées, l'immigration, etc., l'islam politique. Nous, au-delà de ces théories qui ont toujours été les nôtres, de ces combats qui ont toujours été les nôtres, il y a quand même aujourd'hui des théories économiques et sociales pesantes, prégnantes, qui intéressent en premier lieu les Français. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir d'achat, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est le quotidien de millions de Français qui ne savent pas comment boucler la fin de mois. Moi, j'ai lu dans l'Express que vous aviez déclaré que le pouvoir d'achat est une thématique plus forte, plus importante pour les Français que l'immigration. Oui. Et la sécurité, moi je le vois à Perpignan, la sécurité, très honnêtement aujourd'hui, le sujet numéro 1 dans beaucoup de grandes villes qui inquiète beaucoup. Alors elle est liée, y compris le pouvoir d'achat, d'ailleurs l'économie en général, c'est aussi lié à une immigration incontrôlée. Mais il faut parler de tout, et puis surtout il faut dire comment on va résoudre les problèmes demain quand on arrivera aux affaires, et pas être dans l'incantation, et puis surtout, encore une fois, dans la critique systématique de gens qui vous ont toujours soutenu. C'est ça qui est le plus gênant dans la démarche aujourd'hui d'Éric Zemmour. Alors, en devenant Rassemblement National, pour laisser derrière lui le Front National, donc votre mouvement avait réussi cette dédiabolisation, pour jouer avec la thématique de cette émission. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que vous êtes presque en voie de centrisation, j'allais dire. Éric Zemmour vous vole vos thématiques principales, qui sont celles de l'immigration, de la sécurité. Oui, d'accord, il en parle, mais il va résoudre ça comment? Il ne le dit pas, il va bien falloir qu'il s'exprime. Il n'y a pas que ces sujets-là, il y a tous les autres sujets, c'est ce dont on vient de parler. Moi, j'ai gagné la ville de Perpignan avec mon équipe sur un panel de thématiques et pas en faisant un monologue sur une seule thématique et en rassemblant large. Quand vous rassemblez large, il vaut mieux quand même ne pas prendre pour cible et ne pas avoir la critique trop acerbe, parce que au final et au bout de l'exercice, il faut quand même se rassembler. Il faut quand même faire 50% plus 1 pour pouvoir gouverner et peser sur les problèmes. Si c'est prendre un micro, raconter un certain nombre de choses en étant sûr de ne pas être élu, vaut mieux ne pas le faire, parce que ça, c'est donner raison à nos adversaires. En revanche, si on a un principe de responsabilité, c'est de défendre des idées, de se rassembler pour gouverner demain. Parce que sinon, je vous le dis, on reste juste dans le témoignage. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen n'est pas une candidature de témoignage, c'est une candidature de gouvernement. Alors que je pense qu'Éric Zemmour est plutôt dans une candidature de témoignage pour faire parler, pour faire le buzz. Mais je ne pense pas qu'il ait réellement l'ambition de gouverner, parce que sinon, il s'éviterait quand même de prendre pour cible les seuls soutiens qu'il a toujours eus. Et malheureusement, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais si demain Éric Zemmour était au second tour de la présidentielle, vous le soutiendriez? Il faut poser cette question à Éric Zemmour. Pour l'instant, c'est l'inverse. Mais je remarque que dans un média, en septembre, il avait dit qu'au cas où il ne serait pas au deuxième tour, il n'appellerait à voter pour personne. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, parce que je m'interroge sur le sens de sa démarche. Alors justement, vous parlez des solutions concrètes, et ça m'intéresse beaucoup, puisque donc vous êtes élu maire de Perpignan. Et donc, vous appliquez des solutions là, concrètement, alors en matière de sécurité, par exemple, puisque c'est l'une de vos thématiques principales. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée à Perpignan? Parce que quand on va discuter dans les cafés, on s'aperçoit que ça reste quand même une question qui préoccupe beaucoup les Perpignanais. Là, en ce moment, moi, je fais des réunions dans tous les quartiers de Perpignan, et donc les questions qui reviennent, c'est systématiquement des questions de sécurité, parce que la situation, elle est grave. Et donc, nous, on s'est adapté à cette situation en donnant des moyens supplémentaires à la police municipale avec, il faut quand même le dire, la contrainte juridique qui est la nôtre. Donc, on a recruté
plus de 30 policiers municipaux supplémentaires. On ouvre des postes de police de proximité dans tous les quartiers de la ville, que ce soit le centre ou que ce soit dans la périphérie, et on refait une stratégie qui avait un peu disparu de l'îlotage, c'est-à-dire de la présence policière dissuasive, et on essaye évidemment dans toutes les rues de Perpignan. Et en plus, ce qui ne se faisait pas, on a créé des équipes de nuit. À Perpignan aujourd'hui, vous avez une dizaine de policiers municipaux qui sont en ville avec des véhicules et qui viennent au soutien de la police nationale, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la sécurité est d'abord l'affaire de la police nationale, qui malheureusement à Perpignan est dans un état déplorable, un commissariat vétuste qui a 50 ans d'existence et qui est exsangue, et on est en train de chercher avec les policiers un autre lieu, parce que là maintenant ça devient une nécessité. Monsieur Darmanin, s'il m'écoute, on vous attend à Perpignan pour venir voir l'état de votre police et peut-être voter des crédits ou faire voter des crédits pour refaire un commissariat tout neuf, des effectifs supplémentaires, un problème de drogue absolument colossal. Et donc nous agissons petit à petit en essayant d'étouffer les incendies là où ils sont. Mais très honnêtement, la situation elle est compliquée, elle est difficile, et en tout état de cause, les moyens juridiques à la disposition de la police municipale ne permettent pas d'intervenir radicalement sur certains sujets. On ne peut le faire qu'avec la police nationale. Vous êtes en train de me dire que vous êtes impuissant à agir là-dessus ? Non, on gêne, on ferme des lieux de deal, on fait du harcèlement de points de deal, etc. On fait plus de soutien dans la rue, on commence à voir l'amélioration. Mais cette amélioration ne suffira pas si l'État ne prend pas ses responsabilités. Parce que si l'État ne prend pas ses responsabilités, nous on continuera évidemment à mettre la pression, on continuera peut-être même à prendre des effectifs dans la police nationale, etc. Mais moi ce que je crains aujourd'hui, c'est l'autodéfense. Je crains. C'est-à-dire que les citoyens, se sentant abandonnés par les pouvoirs publics, règlent eux-mêmes la question de la sécurité dans les rues. Et ce jour-là, c'est pas le maire qu'il faudra venir chercher, hein. C'est M. Darmanin et c'est le gouvernement, parce qu'ils seront les principaux responsables de cette situation. On n'en est plus très loin. Il y a des situations qui sont lamentables. Ce sont de pauvres gens qui subissent l'insécurité. Parce que dans les beaux quartiers, vous avez moins de problèmes de sécurité quand vous pouvez vous payer des alarmes, des caméras ou même de la sécurité privée, que quand vous êtes au cœur du problème et où vous n'avez que la police nationale ou que la police municipale pour venir vous défendre. Alors c'est vrai, vous avez augmenté considérablement les effectifs de policiers municipaux. D'ailleurs, c'est une charge sur les finances. Ça pèse beaucoup, oui. Et pour autant, on a l'impression qu'effectivement, alors si ce n'est de l'impuissance, en tout cas, on a l'impression que vous avez du mal à résoudre ce problème-là. Vous avez du mal à vous différencier des autres maires de France qui sont dans la même situation. Ça fait 1 an que je suis aux affaires, hein. L'ancien maire était sur un système qui avait 40 ans d'existence, et en général les autres maires sont là depuis, moi ça fait 1 an que je suis aux affaires, j'ai réorienté la stratégie, j'ai recruté, il commence à y avoir des effets dans toutes les réunions d'ailleurs, les gens me le disent, et ça va aller en s'améliorant. Mais c'est pas en faisant un coup de baguette magique que tout va changer. Mais moi je suis plutôt optimiste sur notre capacité à gêner les voyous et ceux qui sèment la perturbation. Mais je tire la sonnette d'alarme en disant au gouvernement, attention, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, ce sont un thème de la présidentielle. Il est temps de s'occuper de ces choses-là pour mettre hors d'état de nuire un certain nombre de voyous qui finalement dans leur quartier, sont les patrons. Voilà, sont les patrons. Eh bien ça, nous, on ne l'accepte pas et on veut que ce soit la police qui soit, dans les quartiers et qui fasse régner l'autorité républicaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a plus. La République, aujourd'hui, elle s'arrête aux portes d'un certain nombre d'immeubles et de quartiers. C'est cette reconquête-là que nous voulons mettre en place. À Perpignan, c'est le cas ? Il y a des cités où la police ne peut pas rentrer ? Non, honnêtement, non. Mais il y a des heures de la journée où les dealers prennent possession de la rue comme si c'était chez eux. Et ça demande évidemment des interventions énergiques, systématiques, habituelles. Et évidemment, quand vous êtes en train de gérer ces points de deal qui sont dans l'illégalité évidemment la plus totale, mais vous n'êtes pas ailleurs pour régler d'autres problèmes. C'est ça, aujourd'hui. C'est la diffusion, un peu à la manière de métastase, hein, dans toute la ville, de petits points de perturbation qui nécessitent un changement de stratégie, tout simplement, des polices en général et de la police municipale en particulier. Alors ce changement de stratégie, c'est justement l'un des arguments du Rassemblement national, de dire justement que le mouvement n'a jamais été au pouvoir,
et dire nous ferons différemment. Donc vous êtes au pouvoir. Il y a un autre sujet qui m'intéresse qui concerne Perpignan, qui concerne le projet d'urbanisation du quartier Saint-Jacques. C'est qu'à l'époque, donc vous étiez contre le projet. Mais pas contre le projet, contre un certain aménagement. Le projet, il est inévitable. En phase avec la communauté gitane qui s'y opposait également. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires et vous défendez. Des opposants. Et ce sont les mêmes opposants aujourd'hui. Oui, qui ont essayé de faire des manifestations, etc. Mais comme je suis plutôt, moi, dans la concertation et le dialogue, que j'y vais famille par famille, que nous avons des médiateurs, que nous avons un certain nombre de personnes dans le quartier qui va expliquer comment on fait, aujourd'hui en tout cas, eh bien on arrive à avancer avec le soutien d'une grosse partie de la population. Ce que je veux dire, M. Alliot, c'est que, dans le fond, vous vous retrouvez dans une position qui était celle de l'ancienne municipalité. Sauf qu'eux avaient avancé avec, à mon avis, un peu trop de brutalité, et eux surtout avaient avancé avec la mauvaise foi et les calculs politiciens du député En Marche, M. Romain Gros, et effectivement, il avait réussi en manipulant les gens à créer des oppositions pour bloquer les chantiers. Ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Je viens d'être élu, il y a une certaine confiance qui s'est établie, et on travaille, j'allais dire, avec toutes ces personnes-là pour le bien commun, voilà, et pour le quartier. Alors, des opposants, il y en a toujours. Mais effectivement, je pense que la méthode qu'on a choisie empêche un certain nombre de perturbateurs de venir gêner, ce qui de toute façon se fera. Ce quartier est un quartier emblématique de Perpignan, qui connaît des problèmes de structure. Il y a des bâtiments qui sont tombés. Il y a des bâtiments très abîmés, il faut les refaire, mais il faut les refaire et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et dans tous les cas de figure, il faut faire avec l'assentiment des gens qui y vivent. Parce qu'en fait, les gens qui vivent dans ce quartier pensaient qu'on voulait refaire le quartier pour les mettre dehors. Or, le sujet, il n'est pas là. Il faut refaire le quartier pour lutter contre l'habitat indigne, pour lutter contre les marchands de sommeil et pour permettre à des populations modestes de pouvoir vivre encore dans le cœur de Perpignan, parce que je pense que ce sont un des plus beaux quartiers et que les gens seront vraiment très heureux de venir à Perpignan pour retrouver, j'allais dire, quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et c'est ça qu'il faut préserver. Il y a un autre problème dans ce quartier-là, je parlais de la communauté gitane, il y a eu aussi une communauté maghrébine très importante, et il y a des affrontements parfois, c'est arrivé, physiques, entre ces deux communautés-là. Aujourd'hui, vous ressentez une certaine cassure entre des différents groupes, différentes communautés dans votre ville, à Perpignan? Alors, il y a on pourrait dire, il y a des frictions qui peuvent exister entre familles dans ce quartier c'est allé loin parfois. D'une rue à l'autre, mais la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est quand même des querelles de trafiquants, essentiellement. Ce sont des querelles de frontières de trafic. Cet été, il y a eu, par exemple, un mort sur la place Cassagne, tout ça est lié au trafic de drogue. C'est pour ça que je vous dis que la situation sur la drogue, elle doit être la préoccupation numéro 1 du gouvernement. Et je trouve qu'on est assez mou sur le sujet. Je trouve qu'on ne met pas les moyens en communication, en pédagogie, en traitement de santé publique. Parce que la drogue, c'est pas seulement vendre du shit ou de la cocaïne à des jeunes, etc. Derrière, il y a des conséquences. Il y a des conséquences en termes de santé publique, d'insécurité, etc. Et ça a un coût. Ça a un coût économique, ça a un coût social énorme qu'on ne mesure pas, mais qui est dramatique pour les jeunes. Et moi, j'essaye d'appuyer sur ça. D'ailleurs, on met en place aujourd'hui une campagne de sensibilisation des parents, notamment, et des enfants, sur les dangers que représente la consommation de stupéfiants. Voilà. On n'en fait pas assez. Or, les conséquences peuvent être définitives en matière de consommation de stupéfiants. Et de ce point de vue-là, voilà, l'État a abandonné le terrain. Eh bien, il faut reprendre ce terrain. Mais en prenant l'exemple du quartier Saint-Jacques, en fait, il n'y a pas que Saint-Jacques sur la drogue. Et il n'y a pas que Saint-Jacques, oui, sans doute. Mais par exemple, là, on a détruit un immeuble qui posait problème, qui, lui, en revanche, n'avait pas d'âme, qui était un immeuble des années 70, Bétriu, qui était le point de deal du quartier Saint-Jacques. Bon, quand vous avez les pouvoirs publics qui vous disent que c'est un point de deal qui faisait à peu près 200 000 € par semaine, effectivement, quand vous faites tomber l'immeuble, vous gênez l'ensemble du trafic qui va très certainement se réorganiser ailleurs. Mais c'est à la police aussi de suivre tout ça de près pour éviter justement qu'il aille se réorganiser ailleurs. Et maintenant, on va pouvoir reconstruire sur des bases solides et en évitant un certain nombre de problèmes qui sont liés à ces points de deal.
Parce que quand vous avez des points de deal comme ça, la vie devient impossible, il faut le savoir, pour les commerçants, pour les habitants, pour les personnes âgées qui vivent dans ces quartiers, et même pour les étudiants, parce que nous avons mis maintenant à Perpignan, ça a été initié sous l'ancienne municipalité, mais enfin on l'a poursuivi, l'université en centre-ville, et cette université en centre-ville, avec des étudiants qui se demandent quelquefois où ils sont tombés, tant il est vrai que ces points de deal sont extrêmement gênants. Donc on y travaille, et vraiment c'est une pression que nous mettons tous les jours pour tout simplement expurger ce quartier-là d'un certain nombre de gens qui n'ont rien à y faire. Mais justement, en faisant le parallèle avec la gestion de l'ancienne municipalité, vous soulignez d'ailleurs qu'il peut y avoir une continuité, c'est d'ailleurs, j'imagine, tout à fait souhaitable. Heureusement. Voilà, mais ça veut dire que finalement, il n'y a pas de solution extrême. On renvoie le Rassemblement national, vos opposants en tout cas, à un côté extrémiste. Il n'y a pas de solution extrême. Non, il y a juste des solutions plus courageuses. Voilà. Quand on ferme ces points de deal, l'ancien maire ne l'avait pas fait, il aurait pu le faire. Bétrius, ça fait longtemps que ça dure, il ne l'a jamais fait. Quand on va mettre des blocs de béton pour fermer un point de deal dans une cité qui s'appelle El Vives, par exemple, effectivement, c'est spectaculaire, on le fait, mais l'ancienne mairie ne l'avait pas fait. Quant aux oiseaux, qui est un problème qui durait depuis 4 ou 5 ans, les oiseaux c'est un quartier de Perpignan dans le Vernet, qu'on fait du harcèlement pendant un mois des points de deal, on a réussi à résorber cette poche de deal, et laissez-moi vous dire que les habitants sont ravis. Ce n'était pas fait. Il y a aussi un problème de volontarisme. Quand vous dites on, c'est qui? C'est-à-dire on, c'est qui? C'est la police municipale qui est allée... Là? Oui, aux oiseaux? Aux oiseaux, avec l'appui, parce que de la police nationale, qui n'a pas tous les effectifs pour le faire, mais elle y est quand même. Parce que quand vous arrêtez un dealer, quand vous arrêtez quelqu'un qui vend sur la voie publique, il faut le savoir, la police municipale est obligée quand même d'appeler la police nationale. Il faut un OPJ, un officier de police judiciaire, pour traiter le problème. Sinon, vous ne pouvez pas le faire seul. Donc c'est une collaboration évidemment entre les polices qu'il faut, et ce sont des moyens. Aux oiseaux, ça fonctionnait. À El Vives, on peut dire que ça fonctionne aussi. Maintenant, Bétriu, on fait tomber cet immeuble et on y est aussi, et la police nationale fait son travail. Elle était l'autre jour place Rigaud, qui est une autre place de Perpignan. Là, on est dans le cœur de ville. On est à 200 mètres de la mairie de Perpignan. 70 policiers nationaux, municipaux, douanes, PAF, etc. pour une opération d'envergure. Donc voilà, on multiplie le harcèlement de zones qui, petit à petit, échappaient au contrôle de l'autorité publique. Et ça, il fallait le faire. Et moi, je pense que notre volontarisme et notre ambition, se concrétisent dans des choses comme ça. Ça veut dire que les maires qui ne le font pas, c'est parce que... Il y a des maires qui ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Il y a des maires qui disent, c'est pas de ma responsabilité, allez voir la police nationale. Il y a des maires qui... C'est un peu dangereux de le faire aussi, parce que dans certains quartiers, on n'agissait pas envers les voyous pour de simples considérations électorales, par exemple. Il faut le savoir. Voilà, parce qu'il y a des populations qu'on considère, entre guillemets, comme une plus-value électorale, et donc on n'intervient jamais dans ces quartiers, ou alors on entretient ce que l'on appelait, entre guillemets, des grands frères, pour avoir un semblant de paix civile, et puis le jour des élections... On espère avoir en retour les votes de cette communauté-là. Moi, je vais vous dire, j'ai 6 ans de mandat, et j'utiliserai mes 6 ans de mandat à rendre la tranquillité publique, et électoralement, on verra ce que ça donne. Voilà, je ne suis pas dans le clientélisme, moi j'essaye d'être dans la résorption des problèmes. Parce que je peux vous dire que dans mes réunions de quartier, quand je vois la détresse, soit de jeunes, soit de personnes âgées, face à une incivilité, une violence gratuite, moi, ça me met hors de moi. Or, ce serait des problèmes, ça, s'il y avait de bonnes lois en France qui seraient traitées dans la journée. Parce que des gens qui vendent de la drogue, que vous arrêtez 15 fois et que vous retrouvez le lendemain en ville, ce n'est pas normal. Voilà, encore un exemple. Un commerçant, la semaine dernière, se fait tabasser par 3 ou 4 jeunes dans la rue. Grâce aux caméras, d'ailleurs, la police municipale, on arrête ces 4 jeunes. Le monsieur en question a plus de 10 jours d'ITT, vous savez, il ne peut pas aller travailler, il ferme son restaurant, on apprend que le tribunal a relâché ces gens-là et qu'il ne les a pas jugés. C'est honteux, voilà, c'est honteux. La justice en France aujourd'hui, sur des cas qui pourrissent la vie du quotidien des gens, c'est une honte. Et il va falloir là aussi que M. Dupond-Moretti, plutôt que de faire de la politique politicienne, regarde un peu comment se comporte la justice partout en France, et notamment dans les quartiers les plus modestes, parce que ce sont les gens modestes qui subissent en premier lieu l'insécurité, qui ne le perdent jamais de vue, M. Dupond-Moretti. Pour dire les choses clairement, si Marine Le Pen était élue demain, si elle avait une majorité au Parlement, quelles seraient les lois qu'elle ferait voter? C'est pas les lois d'abord elles existent. Bon.
mais c'est surtout des ordres à donner. Voilà. Et les ordres, c'est de dire à la police, voilà, si vous allez éradiquer le trafic de drogue dans un certain nombre de zones, et vous y mettez les moyens. Vous y mettez les moyens en termes humains. Enfin, je veux dire, cet été, quand il y a eu le mort Place Cassagne, on a demandé des renforts de CRS, parce que la situation nous paraissait... on ne les a pas eus, par exemple. Des choses comme ça, alors qu'on pourrait les avoir. Mais après, c'est un problème de priorité. Est-ce qu'en France, on veut la tranquillité publique ou est-ce qu'on veut continuer à laisser faire un certain nombre de situations pour lesquelles, au bout de la chaîne, c'est quand même l'honnête citoyen qui trinque pour les autres. Voilà. C'est un problème d'autorité. Moi, je suis persuadé que les lois, à part les lois sur les mineurs, effectivement, qui sont contraignantes pour les juges, etc., qu'il faudrait sûrement revoir, sur la majorité pénale, hein, la minorité, là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les voyous soient enquiquinés. Regardez ce qui s'est passé à Lyon. Il faut attendre qu'un équipage de la BAC se fasse tirer dessus pour envoyer des moyens surarmés et pour tenter de résoudre le problème. Mais quand vous laissez des points de deal pendant 10 ans au même endroit sans intervenir, eh bien ça crée de l'argent. C'est colossal, hein, le trafic qu'il peut y avoir et l'argent qui va avec. Et quand vous avez beaucoup d'argent, il y a tout qui va avec. Le trafic d'armes, la prostitution, etc., etc., etc. Et il faut y aller à la base. C'est dans les quartiers qu'il faut reconquérir l'autorité et pas devant les micros à Paris et dans les ministères. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et on a l'impression que Marine Le Pen ne s'y risque pas beaucoup en ce moment, c'est celui de l'immigration. Si, on ne fait que ça. Vous avez à l'Europe, notre groupe européen ne fait que ça contre l'Union européenne qui, elle, favorise l'Europe passoire. La police arrête tous les soirs des mineurs, vous savez, des migrants qui viennent pour la plupart, aujourd'hui, du Maroc ou de l'Algérie. On ne me fera pas quand même croire que la France n'a pas de moyens de pression sur le Maroc et le roi du Maroc ou sur l'Algérie pour que ces deux pays récupèrent leurs concitoyens. C'est quand même extraordinaire, quand on sait les richesses qu'il peut y avoir dans ces pays, quand on sait les richesses d'un certain nombre de gens de ces pays planqués en France. Il y a d'autres chefs d'État africains qui ont été poursuivis pour les fameux biens mal acquis. Je veux dire, il y en a des moyens de pression. Et bien sûr, l'immigration devrait s'occuper de tous ces problèmes-là, mais que l'Algérie et le Maroc récupèrent leurs corélégionnaires, leurs concitoyens, parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Et si ces pays ne veulent pas, je prends un exemple qui est absolument délirant, le Mali. Le Mali est un pays qui ne tient que parce que l'armée française est aujourd'hui en train de mettre ses soldats, et certains meurent, pour lutter contre l'islamisme, pour lutter, qui gangrène en tout cas l'Europe, qui menace l'Europe. Bon. Aujourd'hui, vous arrêtez des Maliens en France, le gouvernement malien s'oppose au retour de ses propres ressortissants. Mais dans quel pays on vit? Il faudrait dire au Mali, non seulement vous allez les reprendre, mais si vous ne les reprenez pas, eh bien vous n'aurez pas la protection de la France. Enfin, je ne sais pas, moi, il y a sûrement des moyens de pression à faire. Ce n'est pas fait. Et c'est honnêtement délirant que de voir que même un gouvernement qui est un gouvernement fragile comme le Mali, se permet de dire à la France « Non, on ne veut pas du retour des clandestins qu'on a chez vous ». Moi, ça me paraît délirant. Mais la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'à vous écouter, effectivement, il y a des difficultés à gouverner une ville si l'État ne lui en donne pas les moyens. Il y a des difficultés à gouverner un État compte tenu des contraintes européennes. On a démissionné. Alors justement, quel est le pouvoir du politique? Qu'est-ce que vous avez à dire au premier parti de France, qui est celui des abstentionnistes aujourd'hui? De dire mettez un pouvoir fort à Paris et vous retrouverez très certainement de l'autorité dans vos quartiers. Et sur l'immigration, de toute façon, ça passera par un référendum. Voilà. Un référendum sur les questions du code de la nationalité et de savoir qui on veut voir rentrer chez nous et qui on ne veut pas voir. Et la manière dont on règle les problèmes. Et ce référendum, vous verrez qu'il sera suivi massivement par une majorité de Français. Et à partir de ce moment-là, on n'en parlera plus. La souveraineté du peuple se sera prononcée sur un sujet majeur qui est celui de la lutte contre l'immigration et de la gestion de l'immigration. Et à partir de ce moment-là, vous verrez qu'on aura récupéré une certaine tranquillité dans nos rues, parce que certains en profitent. Ils font chez nous ce qu'ils ne feraient jamais chez eux. Et ça, c'est encore plus insupportable. Voilà. Merci. Louis Alliot.